vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau pour le bac, un chapitre essentiel pour comprendre le monde qui nous entoure, l'incroyable transformation de la Chine entre 1945 et 1990. On va décrypter ensemble cette période folle, faite de révolutions, de décisions radicales et d'un décollage économique qui a tout changé. Accrochez-vous. Alors la question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Comment la Chine, qui était littéralement à genoux en 1945, a-t-elle pu, en à peine une génération, poser les fondations de la superpuissance mondiale qu'on connaît aujourd'hui? C'est un véritable puzzle historique, et le but c'est qu'on assemble toutes les pièces ensemble pour que ça devienne parfaitement clair. Pour bien s'y retrouver, voilà notre plan de vol. 4 étapes logiques pour tout maîtriser. D'abord, on va voir comment les communistes ont pris le pouvoir. Ensuite, on plonge dans l'ère Mao, une période, vous allez voir, intense et pleine de bouleversements. Après ça, le grand virage économique avec Deng Xiaoping et on finit avec le plus important pour vous, une boîte à outils spéciale bac avec tout ce qu'il faut retenir. Allez, on attaque! On se téléporte donc juste après la Seconde Guerre mondiale. En 1945, le Japon capitule. On pourrait croire que la Chine va enfin pouvoir souffler, mais pas du tout. La paix est encore très très loin. En fait, une autre guerre, une guerre civile cette fois, est sur le point d'éclater et de décider de son destin. Deux camps se font face. D'un côté, les nationalistes de Chiang Kai-shek. Eux, ils sont soutenus par les Américains, mais leur régime est complètement miné par la corruption. Il est très impopulaire. De l'autre côté, on a les communistes de Mao Zedong. Et là, c'est vraiment le point clé à retenir. Leur grande force, c'est leur base populaire. Ils ont le soutien massif des paysans à qui ils ont promis la terre et leur armée est super disciplinée. C'est ce soutien qui va être décisif. Et le dénouement arrive le 1er octobre 1949, une date absolument capitale. Depuis la place Tiananmen à Pékin, Mao Zedong proclame la naissance de la République populaire de Chine. La guerre civile est terminée. Une page de l'histoire se tourne et une autre, complètement nouvelle et radicale, commence. Pendant ce temps-là, les nationalistes s'enfuient et se réfugient sur l'île de Taïwan. On ouvre maintenant le deuxième grand chapitre, l'ère Mao. Et attention, c'est un long chapitre, presque 30 ans. C'est une période marquée par une ambition folle de transformer la Chine de A à Z à travers des campagnes idéologiques gigantesques et des expérimentations sociales qui, on va le voir, auront des conséquences souvent tragiques. Au début, le nouveau régime met en place ses grandes réformes. D'abord, et c'est super important, il tient sa promesse, une réforme agraire géante redistribue les terres. Côté industrie, on s'inspire de grands frères soviétiques, on nationalise tout. Et sur le plan social, il y a des avancées, comme une nouvelle loi sur le mariage. Mais très vite, l'idéologie reprend le dessus. Les terres qui viennent à peine d'être données aux paysans, eh bien, on les leur reprend pour les mettre de force dans des coopératives. C'est le début de la collectivisation. Et puis là, en 1958, Mao lance un projet complètement fou, le grand bond en avant. L'idée est simple, mais totalement utopique. Il pense que la Chine peut devenir une grande puissance industrielle en un temps record, juste en mobilisant sa population. Il veut rattraper la production d'acier de l'Angleterre en quelques années. Du coup, on se met à construire des mini hauts fourneaux au fond des jardins et on regroupe tout le monde dans d'immenses communes populaires. Sauf que le rêve se transforme en cauchemar. Le résultat est une catastrophe absolue. Pendant que les paysans jouent aux métallurgistes avec de l'acier de très mauvaise qualité, eh bien personne ne s'occupe des récoltes. Si on ajoute à ça une météo désastreuse et une organisation chaotique, le pays bascule dans l'une des pires famines de l'histoire. Le bilan est terrifiant, on parle d'au moins 20 millions de morts. C'est un drame humain inimaginable qui va beaucoup affaiblir Mao au sein du parti. Mis sur la touche après ce fiasco, Mao prépare son grand retour. Et ce retour, ça va être la révolution culturelle, lancée en 1966. Le prétexte officiel, c'est de relancer la ferveur révolutionnaire. Mais en réalité, le but est beaucoup plus simple. C'est une gigantesque purge pour que Mao reprenne le pouvoir absolu et élimine tous ses opposants. Et pour mener à bien cette reprise en main, il va s'appuyer sur la jeunesse. Il mobilise des millions de jeunes, lycéens et étudiants complètement fanatisés qu'on va appeler les gardes rouges.
Leur seule loi, c'est le petit livre rouge des citations de Mao. Avec ça, ils vont déferler sur le pays et semer la terreur, en s'attaquant à leurs profs, aux intellectuels, aux artistes, bref, à tous les ennemis de la révolution. La Chine va sombrer dans un chaos total pendant près de 10 ans. Les universités sont fermées, des trésors du patrimoine sont détruits, l'économie est à l'arrêt. C'est une décennie perdue. Et encore une fois, le bilan humain est terrible. Cette période laissera des traumatismes profonds dans la société chinoise, et tout ça ne s'arrêtera vraiment qu'à la mort de Mao en 1976. La mort de Mao en 1976, c'est un vrai tremblement de terre. C'est la fin d'une ère. S'ouvre alors une grosse lutte pour la succession. Et celui qui va finir par gagner, c'est un personnage incroyable, Deng Xiaoping, un homme que Mao avait écarté du pouvoir à 2 reprises. Avec lui, la Chine va faire un virage à 180 degrés. Fini l'idéologie, place au pragmatisme. Cette petite phrase, elle dit tout. Elle résume à elle seule la pensée de Deng Xiaoping. En gros, ça veut dire, peu importe que la méthode soit communiste ou capitaliste, ce qui compte, c'est ça marche, c'est que ça développe le pays. C'est l'efficacité avant tout. On ne peut pas imaginer une rupture plus totale avec Mao. Concrètement, Deng lance le programme des 4 modernisations. C'est la nouvelle feuille de route. D'abord, l'agriculture, on arrête la collectivisation, les paysans peuvent de nouveau cultiver pour eux-mêmes. Puis, l'industrie, on autorise la création d'entreprises privées. Ensuite, la science et la technologie, on rouvre les universités. Et enfin, la défense nationale. C'est un changement sur tous les fronts. Et le symbole le plus fort de cette ouverture, c'est la création des zones économiques spéciales, les ZES. On prend des petites zones sur la côte, comme le modeste village de pêcheurs de Shenzhen, et on dit, ici, les entreprises étrangères peuvent venir s'installer et on applique les règles du capitalisme. Ces ZES vont devenir les véritables moteurs du décollage économique chinois. Et là, attention, on arrive au point le plus important, le grand paradoxe de la Chine de Deng. D'un côté, on a une ouverture économique totale, on adopte des méthodes capitalistes, mais de l'autre côté, sur le plan politique, rien ne bouge. Le Parti communiste garde le contrôle absolu sur la société. C'est ce modèle unique qu'on appelle l'économie socialiste de marché. Économie ouverte, politique fermée. Et cette contradiction va finir par exploser. Au printemps 1989, des milliers d'étudiants se rassemblent sur la place Tiananmen à Pékin. Ils réclament ce qu'ils appellent la 5e modernisation, la démocratie. La réponse du pouvoir va être d'une violence inouïe. Dans la nuit du 3 au 4 juin, le gouvernement envoie les chars. C'est un massacre. Le message est clair, oui à l'ouverture économique, mais le pouvoir du Parti communiste, lui, ne se discute pas. Ok, on a traversé presque un demi-siècle d'histoire. C'était dense. Maintenant, on passe à la partie la plus concrète pour vous, la plus utile pour le bac. C'est votre boîte à outils. Sortez un stylo, parce que ce qui suit, c'est vraiment ce qui peut faire toute la différence le jour de l'épreuve. Première chose, les dates clés. C'est l'ossature de votre devoir. On récapitule, 49, la victoire de Mao, 58, le grand bond en avant, 66, la révolution culturelle, 76, la mort de Mao, le grand tournant, 78, les réformes de Deng, et enfin 89, Tiananmen. Ces 6 dates, elles sont non négociables. Deuxième outil, les personnages, 3 noms incontournables. Bien sûr, Mao Zedong, le révolutionnaire, l'homme de l'idéologie. Ensuite, Deng Xiaoping, son opposé, le réformateur pragmatique, celui qui ouvre la Chine. Et enfin, Chiang Kai-shek, le grand perdant de la guerre civile qui se réfugie à Taïwan. Troisième élément, les concepts, le vocabulaire précis. C'est ça qui montre que vous maîtrisez le sujet. Il faut savoir définir le maoïsme, la collectivisation, l'économie socialiste de marché et cette fameuse 5e modernisation. Placer ces mots correctement, ça valorise énormément une copie. Et pour finir, mettons-nous en situation d'examen. Imaginez ce sujet, un grand classique. Rupture et continuité entre la Chine de Mao et celle de Deng. Le piège, c'est de ne voir que la rupture. La clé, c'est de bien montrer les deux. La rupture, elle est évidente, c'est sur l'économie. Mais la continuité, elle est tout aussi importante. C'est la permanence du pouvoir absolu du Parti communiste. Voilà, pour résumer tout ça, si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est cette opposition. L'ère Mao, c'est l'idéologie avant tout. L'ère Deng, c'est l'économie avant tout. C'est ce grand basculement qui a façonné la Chine d'aujourd'hui, ce géant économique qui reste un pays autoritaire. La question qui se pose encore, c'est de savoir jusqu'où ce modèle peut tenir. En tout cas, avec tout ce qu'on a vu, vous avez toutes les cartes en main pour cartonner. Bon courage pour les révisions et à bientôt!